Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Nous sommes le 9 mai aujourd'hui. Hier nous étions le 8 mai. Hier, pour le 8 mai, il y a eu un Demus Papa. Et oui, ça y est, les catholiques ont un nouveau pape. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, ce pape a déjoué tous les pronostics. Je me suis même entendu, oui, peut-être qu'un pape américain, oui, non, c'est pas possible. Il faudrait un pape qui revienne un peu à la liturgie, plutôt italien, européen. Ah bah là, du coup, vous avez un pape américain. Allez, boum. Bon, un petit côté cocorico parce que, oui, monsieur a des racines françaises. Mais bon, le mec, il est né à Détroit, il est de Détroit apparemment, je sais pas, apparemment, on sait pas. Mais à vrai dire, est-ce que ça va changer grand-chose? D'autant plus que je sais même pas d'ailleurs si c'est pas un des cardinaux qui avait nommé le pape François. Donc du coup, de toute façon... Le 8 mai, nous avons Macron qui a fêté le 8 mai. Je rappelle, 8 mai, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais pour l'Europe, parce qu'aux États-Unis, ils étaient encore en guerre avec la guerre du Pacifique. On l'a vu, encore une fois de plus, une remontée des Champs-Élysées. Ouais. Moi, je sais pas, je serais les chaînes de télé qui ont rediffusé le truc. J'aurais quand même un peu honte de ne pas signaler que sur les abords, il y avait quasiment personne. Il y a certains secteurs où il y avait absolument personne. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils ont peur qu'ils ne maîtrisent pas du tout, ou ils n'ont pas les effectifs pour filtrer tous les gens, les fouiller de A jusqu'à Z, limite les foutre à poil, ou ils ont peur que des gens sifflent à son passage? Enfin, je sais pas, mais là aujourd'hui on est le 9 mai, c'est la parade de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale pour les soviétiques. Je sais pas, mais quand vous comparez la parade qu'il y a à Moscou avec ce qu'il y a eu à Paris, alors j'entends bien certains qui vont dire oui, enfin la parade en Russie, c'est militaire, c'est va-t-en-guerre, c'est Poutine. Oui, d'ailleurs Poutine qui était là. Parce qu'il y en a certains qui ont dit oui, Poutine ne sera pas pendant la parade, il sera en visioconférence parce que pour des raisons de sécurité. Non, il était là. Il était là avec toute la clique d'une trentaine de chefs d'État. Ah non, mais de toute façon, à partir du moment où si vous n'assimilez pas le fait que c'est une guerre entre une volonté d'un monde, d'un nouvel ordre mondial multipolaire et unipolaire, en réalité, vous pourrez lire tous les événements comme vous voulez, en réalité, vous n'avez rien compris. C'est comme l'Ukraine, la paix en Ukraine. Allez-y, les va-t-en-guerre. Là, on commence à avoir des gens qui commencent à dire que c'est l'Union européenne qui a littéralement sabordé les négociations. Mais on va être clair, de toute façon, Poutine ne lâchera jamais le Donbass et la Crimée. Zelensky, il ne veut pas lâcher le Donbass et la Crimée. Alors moi, j'ai envie de dire, attention... les Ukrainiens russophones, si on restitue les 2 territoires conquis par la Russie, ça veut dire qu'il va falloir organiser l'exode, l'exil de tous les Russes, de tous les Ukrainiens russophones. Parce que vous pensez bien qu'eux, ils vont s'en prendre plein la gueule. Limite, on sera peut-être avec un nouveau génocide. Parce que... Parlons de génocide, Gaza, oui. Toujours le problème. À partir du moment où
les gens commencent à comprendre pourquoi l'Occident ne bouge pas, ne réagit pas concrètement contre Israël pour arrêter le massacre, bah ça veut dire que l'Occident est parfaitement au courant que le plan, c'est la liquidation de la bande de Gaza et l'accomplissement du plan final de colonisation de la Cisjordanie. Donc tous les manifestants, tous les gens, tous les jeunes, tiens d'ailleurs à l'université de Columbia, les flics ont été obligés d'intervenir pour évacuer les manifestants pro-Gaza, pro-Palestine. Bah oui, parce que bon, c'est bien gentil, hein, on entend bien l'humanisme, etc. Mais il y a un moment donné où il faut se confronter au réel. Hein. Et le réel, c'est que, désolé de vous dire, mais les sionistes ont des leviers sur l'ensemble des pays occidentaux. Si un pays occidental lève le petit doigt en disant qu'il n'est pas d'accord, qu'il veut une action contre Israël, hop, il passe à la trappe. Sauf que, évidemment, ça fait quand même des décennies qu'on parle du lobby sioniste. Mais dès qu'on parlait du lobby sioniste, on se faisait traiter de tous les noms, d'antisémites, on était victime d'une omerta juridique. Là, aujourd'hui, on a certains qui commencent à réintéresser la curiosité de certaines personnes. C'est Dieudonné, Alain Soral, Yvan Rissen, je sais pas, non, c'est Yvan Le Goff et Rissen, je sais plus son prénom. Parce que c'est justement des gens qui avaient mis ça sur la table. Et parce que justement ils avaient mis ça sur la table, ils s'en sont pris plein la gueule. Soral est obligé de s'exiler en Suisse. Dieudonné aujourd'hui, il a un bracelet électronique. Rissen, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il a quand même fait de la tôle. Et puis Le Goff, il est réfugié au Japon. J'en parlais des autres, qui aussi, il y a un moment donné, tu te dis, moi je reste pas en France parce que, en France, j'ai pas envie de finir en tôle. Tout ça parce que je dis certaines vérités. Je dis pas qu'ils disent tous la vérité, mais ils mettent quand même sur la table certaines vérités. Donc voilà, Macron, oui, était tout seul sur les Champs-Élysées. C'est désespérant, mais... Et ça n'empêche pas que sur les réseaux sociaux, vous avez quand même des gens qui chantent les gloires. Il y en a même aujourd'hui qui sont en train de comparer Macron à De Gaulle. Macron serait le nouveau De Gaulle, le grand serviteur de la France. Mais ces gens-là, on a envie de leur... On se pose la question, ces gens-là, soit ils fument la moquette, ou alors ils ont une certaine malhonnêteté intellectuelle qui les font sortir complètement du réel. Quand c'est pas évidemment des bots, c'est-à-dire des faux comptes, en réalité. C'est hallucinant. Alors c'est d'autant plus hallucinant qu'il y a une info quand même qui est tombée, mais qui est complètement passée aux oubliettes. Vous avez le nouveau chancelier allemand, qui je rappelle n'a pu être confirmé par le Parlement qu'au deuxième tour, et non pas au premier. Le premier, apparemment, il y a des gens dans sa coalition qui ont voté contre lui. Donc encore une fois de plus, certainement des conflits d'intérêts. Monsieur Merz, c'est Merz, c'est ça, demande à Emmanuel Macron d'entériner le Mercosur. Alors je rappelle, le Mercosur, c'est cet accord de libre-échange qui existe avec un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Alors il y a 4 pays fondateurs, et je crois qu'il y a l'Argentine, le Brésil, alors Chili, ils sont pas fondateurs, le Chili, la Bolivie. Alors le Venezuela qui devait rentrer, mais ils l'ont éjecté à cause de Maduro, évidemment. Pays qui ne respectait pas les valeurs démocratiques. Donc c'est un accord de libre-échange, donc libre-échange des marchandises, des finances,
facilités douanières, dans le commerce, assouplissement des réglementations, des normes. Alors sachant que le Mercosur possède des normes et des réglementations qui sont complètement différentes de l'Europe, donc évidemment il va falloir trouver des consensus. Mais qui va céder? Parce que, je rappelle, le Mercosur, c'est chercher la simplification. Donc simplification, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des millefeuilles administratifs entre les échanges entre les pays du Mercosur et l'Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers agriculteurs et éleveurs français, que vous allez l'avoir dans le cul. Et bien profond. J'ai envie de dire, même commencer à réfléchir à un reclassement. Parce que très clairement, vos produits deviendront beaucoup trop chers. Parce que même si on vous promet un protectorat français, je rappelle que l'Europe, si on va à l'encontre des règles de l'Europe vous tape sur les doigts. Donc très clairement, il y a un moment donné où la France sera obligée d'appliquer ce que l'Europe dicte. Ah non, mais de toute façon, je le tannerai. Hein. Observez, regardez, posez-vous toujours la question, à qui profite le crime? Et vous verrez, si je vous dis, mettez ça en parallèle, mettez ça en relation avec la volonté de destruction des États-nations de l'Europe pour construire une Europe supranationale. C'est comme l'un d'entre vous, qui avait fait un commentaire auquel j'avais répondu sur le fait que c'était sur les municipalités, mais l'Europe supranationale, c'est une entité au pouvoir absolu. Donc c'est-à-dire qu'en France, pourquoi continuer à fonctionner avec des maires quand les petites collectivités, vous pouvez les faire gérer par des sociétés privées? Les sociétés privées ont toutes les qualifications pour pouvoir gérer des collectivités locales, voire des groupes de collectivités locales. On n'a plus besoin de maires, on n'a pas besoin d'administration. J'irais même, pour éliminer le millefeuille de la fonction publique, à la limite, on peut garder les régions, parce que les régions, elles peuvent être utiles à envoyer les ordres et faire exécuter les ordres par des directions, des présidences régionales. Dans ce cas-là, l'État ne sert plus à rien. Bon, à vous pouvez garder un parlement, histoire de faire semblant qu'il y ait une démocratie. Mais donc c'est ça qui est génial, parce que quand on dit la Russie est une démocratie, les gens vous disent non, de toute façon tout est corrompu, machin, non, c'est Poutine, c'est une dictature. Mais je vous rappelle que le modèle que les européistes veulent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire laisser des outils démocratiques dans les pays membres, mais qui en réalité ne serviront plus à rien, puisque les ordres sont donnés par l'Europe, par Bruxelles, mais conserver cet apparat de parlement, etc., mais en réalité qui ne servira plus à rien. Si ce n'est, comme je vous dis, faire le jeu, faire le décorum d'un opéra qu'on appellera démocratie et auquel plein de citoyens croiront que oui, non, nous sommes en démocratie. Mais non, puisque tu n'as plus la liberté et la souveraineté dans l'ensemble de ta nation. Tu n'es plus un peuple souverain. En fait, on te garde sous une cloche en te faisant croire à une démocratie, alors qu'en réalité, ta démocratie, elle n'existe plus. Puisque tout dépendra de ton comportement, de ton attitude, de tes opinions. Liberté d'expression, oui, liberté d'expression, mais uniquement dans un sens, pas dans l'autre. On le voit bien avec en ce moment et les filles qui essaient de se défendre des attaques qu'ils subissent.
Il y a un moment donné, il faut se poser la question, c'est soit tu défends tous les Français, c'est-à-dire que tu respectes la démocratie et la République, et donc la République, c'est un peuple unique et indivisible, et tu fais pas du communautarisme. Or la LFI fait du communautarisme. Et LFI fait du sectarisme. Donc c'est pas un parti démocratique. Puis bon, le fait de toujours accuser tout d'extrême droite, tiens, ce matin j'ai vu une vidéo d'un mec qui t'explique, mais la façon dont il explique les choses, c'est agressif. Le ton est agressif. Le ton est agressif pour que l'auditoire se sente coupable de peut-être penser ce que le mec est en train de te dénoncer. Donc je me suis pas gêné, je dis mais est-ce que vous vous rendez-vous compte que le ton est à l'image de ce que vous est représenté, qui n'est pas une caricature. C'est-à-dire que vous êtes dans un totalitarisme narratif. C'est-à-dire que vous voulez faire accuser toute personne qui pourrait éventuellement contredire vos propos ou qui pourrait exprimer une opinion divergente. Mais non, vous la refusez. Puis comme vous n'êtes pas capable d'expliquer, parce que quand on vous demande c'est quoi l'extrême droite, l'extrême droite, c'est des partis ou des idéologies ou des personnes racistes. Et sinon, à part ça, c'est quoi l'extrême droite ? C'est des fachos. Ah, et c'est quoi des fachos ? C'est des racistes. Tu peux me redéfinir ce qu'est le racisme, s'il te plaît ? Et jusqu'à présent, peux-tu me dire, au nom de l'extrême droite, combien de personnes ont été tuées par l'extrême droite ? Et est-ce que tu peux me mettre ça en perspective avec des gens qui ont été tués au nom de l'islam, au nom d'Allah ? Hein ? Oui, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Faut suivre. Non, mais de toute façon, et puis là, apparemment, il y a des militants d'un mouvement, je crois, qui sont accusés d'être d'extrême droite, qui se sont fait attaquer par des antifas. Mais je vous l'ai dit, tant que le sang ne coulera pas, ils ne feront rien. Il ne se passera rien. Donc des gens continueront à mourir sous les coups de couteau de déséquilibrés qui crieront Al-Akbar. Des gens continueront au nom d'une certaine frustration à tuer du musulman, à tuer de l'étranger, à tuer du noir, pourquoi pas aussi, que des femmes en voile se feront agresser, voilà. À chaque fois, on te dit oui, ce n'est pas la République. Si. C'est la République. Faites rien contre. Donc, c'est devenu la République. Point. Et comme je vous le dis, jusqu'au jour où le sang va couler. Alors vous allez me dire, mais le sang il coule déjà. Ouais, mais pas assez. Il faut que limite ça soit un massacre. Il faudrait qu'il y ait un Bataclan 2.0 par exemple. Là, s'il y a un Bataclan 2.0, hop, l'État, état d'urgence sécuritaire. Et là, tout d'un coup, vous verrez que vos libertés individuelles vont tout d'un coup être sous condition. Alors on va vous dire, nous suspendons une certaine partie des libertés individuelles pour assurer la sécurité. Donc l'anonymat, il saute. Je rappelle que progressivement, ces 20 ou 30 dernières années, des lois ont été apportées, réformées, permettant de débouler chez des gens à 6h30 du matin, sans la présence d'un juge parfois. Vous êtes tous fichés, attention. Tous les gens qui manifent, je vous l'ai expliqué, tous les gens qui manifent aujourd'hui sont fichés. Ils sont connus pour avoir participé à des manifestations qui défendaient telle ou telle idéologie, tel ou tel soutien. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, non, ça n'existe pas, c'est interdit. Mais ce qui est interdit ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est illégal, mais ça existe. La fraude fiscale,
c'est illégal, mais ça existe. Les dessous de table, la corruption, les délits d'initiés, c'est interdit, mais ça existe. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, il faut être un minimum réaliste pour se dire que les belles paroles des politiciens et des gouvernements et ministres et compagnie, c'est bien gentil. Mais aujourd'hui, on veut des actes. Sauf que là, en effet, les actes qui sont censés être pris ne le sont pas parce que derrière, il y a toujours un conflit d'intérêts. Il y a un conflit idéologique. Il y a un clientélisme électoral. Et d'ailleurs, je dirais, même aujourd'hui, on vit les conséquences de ces choix idéologiques, de ces inactions gouvernementales. C'est open bar. Qui plus est, vous envahissez la justice avec des juges idéologisés. Bon ben voilà. Comme le disait d'ailleurs très justement Dieudonné. Dieudonné, pour des propos, pour un verbe, pour un adjectif, il a été condamné à 2 ans de prison. Il a un aménagement de peine avec un bracelet électronique. Et disait, rendez-vous compte, Pierre Palmade a été condamné à 2 ans de prison, il est libre, avec lui aussi un bracelet électronique. Sauf que la différence, c'est que moi, on m'a condamné, alors, pour des propos, mais on a cumulé aussi des soi-disant fraudes fiscales, etc. Dieudonné n'a tué personne. Hein. Palmade, il a tué un bébé, il a détruit une famille, il a 2 ans de prison, mais il est chez lui, tranquillou, avec son petit bracelet électronique. Le 2 poids, 2 mesures. C'est clair qu'aujourd'hui, des gens qui gênent le système vont prendre certainement plus cher que celui qui agresse une petite vieille, un gamin, ou qui fout des coups de couteau à une personne et la tue. Donc à partir du moment où vous avez cette dissonance juridique, moi j'ai envie de dire, hein, les gens qui me disent oui mais il faut laisser faire la justice, si vous vous mettez contre la justice, alors ça va être le chaos et l'anarchie. Mais putain de bordel de cul de merde, c'est déjà l'anarchie. Je veux dire, quand vous avez un match de foot et que vous avez des jeunes qui commencent à foutre le bordel, c'est l'anarchie. Quand vous avez des manifestations pour tout et n'importe quoi, et qu'on va foutre dans ces manifestations des gens extrémistes, des fanatiques, c'est l'anarchie. Quand vous laissez des étudiants foutre le bordel dans des universités qui sont censées être des endroits neutres pour la transmission de savoir, mais qu'on a politisé parce qu'il faut politiser, c'est l'anarchie. C'est que le début. Donc il y a un moment donné où, alors aux États-Unis, vous avez des universités avec les problèmes des wokistes, etc. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez des universités qui commencent à faire du pied aux autorités parce que elles perdent de l'argent. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas envie d'inscrire leurs gamins dans leur université pour se faire traiter. Je veux dire, les gamins, ils sont là pour étudier, passer des diplômes. Ils ne sont pas là pour faire des idéologies, pour faire des manifs, pour la Palestine et compagnie. Je peux vous dire que il y a des petites universités aujourd'hui dans certains États, comme nous par exemple, on a une université qu'on appelle l'université Appalachienne, qui est une université avec des spécialisations économie, finance, etc. Ils ont explosé apparemment leurs inscriptions pour l'année prochaine. Parce que c'est une université où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a pas de politisation. Donc voilà. Il n'y a pas de recette miracle, hein, vous savez. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde et dans la société en général, qui a toujours un lien. Le fric. Le fric. Le fric.
Quand vous grattez, vous remontez toujours les branches, vous tombez toujours sur le même problème, le fric. Sur ce, qu'on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à début, papa.